Je crois qu'il est bien temps maintenant de parler des estimations, de la vélocité, de la capacité. J'ai évoqué plusieurs fois les estimations de complexité de l'équipe de dev, notamment au moment du sprint planning. L'idée est de donner un poids relatif, le moins possible subjectif, mais subjectif tout de même, représentant une estimation de l'équipe s'agissant de la complexité, de la difficulté, du temps nécessaire à réaliser la réponse aux besoins exprimés. Pour cela, je vous invite à comprendre l'acronyme CURSE, C-U-R-S-E, qui donne un éventail des considérations que votre équipe prendra en compte pour donner un poids, un nombre de points à votre backlog item, votre user story. Je vous partage cet article décrivant CURSE sur le site artemisagile.com. Je vous laisse le lire, c'est en anglais, mais on pourra toujours en discuter dans le groupe privé si vous voulez échanger là-dessus. On va rentrer plus dans le détail avec la présentation des deux méthodes d'estimation que j'affectionne pour différentes raisons. Mais en préambule, je vais tout de même appuyer sur la définition du mot estimation. Ce n'est pas un chiffrage. Ce n'est donc ni précis, ni voué à être exact. C'est une quantification approximative et hautement subjective. Elle a vocation à aider au moment où l'on planifie, mais pas à juger de la performance de divination de l'équipe une fois le travail effectué ou le temps imparti terminé. Elle aide l'équipe à mieux comprendre sa capacité d'engagement. D'ailleurs, certaines équipes habituées à travailler ensemble et sur le même projet peuvent tout à fait se passer d'estimation. Cela fait un sérieux gain de temps en planning. Mais attention de ne pas brûler les étapes. L'estimation est juste devenue complètement intégrée aux réflexions. Elle n'est pas évacuée. C'est un courant que l'on appelle no estimate. Voici une illustration que j'ai vécue et que j'ai trouvée parfaite de ce que sont réellement les estimations à la différence d'un chiffrage. Je n'ai pas su la dessiner, alors je vous invite à imaginer la scène. Dans une équipe, avec une organisation à 2 PO, un officiel du point de vue de l'organisation et un du point de vue de l'équipe. On pourra reparler de cette bizarrerie, on est d'accord ? C'est pas standard et c'est pas du Scrum. Bref, en cours de planning, l'équipe estime assez fortement un item qui est proposé. Le PO, côté organisation, qui pour une fois est présent, s'étonne que ce poids soit si important et cherche à intervenir pour pousser l'équipe à revoir à la baisse son estimation dans un réflexe, on va dire, purement budgétaire. J'allais intervenir pour stopper ce PO quand l'autre PO, le PO équipe, plus habitué aux pratiques agiles de l'équipe, plus en lien avec elle, qui la comprend bien dans sa façon de fonctionner, dit une chose qui m'a montré que l'agilité venait de faire un pas en avant. Il lui dit « Écoute, laisse tomber, de toute façon, en fin de sprint, ils auront fait de leur mieux, quels que soient les points qu'ils ont donnés à cette séance. » C'est une très bonne façon de voir les choses. Les estimations ne sont qu'un outil, mais n'ont que peu de valeur. La bonne stratégie pour le PO est de toujours alimenter l'équipe pour qu'elle ait de quoi avancer efficacement. Une discussion allongée sur la justesse de l'estimation n'apporte aucune valeur. Je reviens sur le niveau de justesse des estimations. Nous ne cherchons pas un chiffrage exact. Ce chiffrage, de toute façon, se montrera précisément faux, en premier lieu parce que notre cerveau ne sait pas travailler ainsi. Notre cerveau ne sait pas déterminer précisément, mais fait des comparaisons et des estimations. C'est tout ce que l'on va s'autoriser à lui demander. Si je vous montre 2 paniers de pommes, imaginez-les. Je vous montre 2 paniers de pommes remplis différemment et vous demande le poids de chacun. Vous ne saurez me répondre sans connaître le poids de chaque pomme, mesurer le plus précisément possible le nombre de pommes par panier, ajouter le poids de chaque pomme de chaque panier et vous me donnez les 2 valeurs. Vous êtes dans un environnement maîtrisé. Vous pouvez savoir le poids précis de chaque pomme et le nombre de pommes. Mieux que cela, vous n'avez pas à réaliser ces paniers, vous les avez sous la main. C'est donc un chiffrage après coup que vous faites. Et vous serez, de toute façon, à peu près exact, tout dépend de la qualité de votre balance. À condition que je ne vérifie pas votre mesure 3 semaines plus tard, où l'état des pommes, et on peut le supposer, leur poids aura considérablement changé.
Si je vous demande maintenant d'estimer le plus lourd des deux paniers que je vous dessine, parce qu'il n'existe pas encore, vous saurez me dire rapidement lequel est le plus léger, le plus lourd, ou si leur poids pourrait être à peu près équivalent. Eh bien, avant de commencer, c'est tout ce dont on a besoin pour s'organiser. Si le PO veut livrer rapidement un panier, il privilégiera le panier le plus léger. S'il veut contenter le plus de monde en premier, il privilégiera le plus lourd. Mais il restera rare que le PO vous demande de livrer en premier les deux paniers, puis les pommes. Il y aurait peu de valeur à la première livraison. En séance de planning. L'équipe sait combien de points ont été livrés l'itération précédente. Sur cette base, elle peut imaginer quelle sera sa capacité pour l'itération à venir. Pour cela, elle prendra en compte, par exemple, le nombre de jours ouvrés, les éventuels congés, jours fériés, les temps de formation programmés, tout événement planifié, mais aussi, pourquoi pas, la possibilité de contagion de gastro, de grippe si c'est la saison, et qu'un enjeu fort se dessine dans l'objectif de sprint. L'équipe est libre de définir par elle-même sa capacité pour l'itération à venir. Personne n'a à leur dire quelle est leur capacité. On est toujours sur une équipe auto-organisée et on aime à responsabiliser les personnes. Pour le calcul de la capacité, je préconise de ne considérer que la vélocité précédente, la moyenne des précédentes itérations n'ayant que peu de sens à mon avis. C'est l'itération précédente qui montre le mieux la compétence de l'équipe, sa meilleure connaissance des bonnes pratiques, puisque d'itération en itération, elle apprend d'elle-même. C'est aussi la précédente itération dont on se souvient le mieux, si l'on a rencontré des problèmes particuliers, si l'on a essayé des choses efficaces. L'équipe a réfléchi à la quantité totale de travail possible au cours de cette itération. C'est ce que l'on va appeler sa capacité. Et si c'est sa première itération, eh bien on part sans vélocité de référence. Il est possible que l'on se trompe beaucoup, et c'est juste normal. Notre équipe apprend ce qu'elle est. On adaptera au fil des itérations. Le PO veut proposer un backlog item, une user story, pour l'intégrer au sprint backlog de l'itération à venir. L'équipe questionne pour prendre la main sur le besoin. Réfléchit à la solution technique à proposer et à son implémentation. Commence à définir quelques tâches prépondérantes et relie le Definition of Done qui pose un cadre transparent de réalisation. Avec tous ces éléments, il devient possible d'établir un niveau de complexité pour cette user story qui, dès lors, peut intégrer le sprint backlog de l'itération à venir. Une fois que cette user story est traitée, on peut passer à la suivante, et cela jusqu'à la fin du temps donné pour notre sprint planning. Une autre façon de faire est que le PO va présenter toutes les user stories. C'est-à-dire qu'il prend la première des user stories, il la présente à l'équipe et le PO échangent pour que la dev team puisse prendre en main cette user story, et une fois que le temps imparti est passé, on passe directement à la user story suivante, avec le même principe d'échange, timeboxé pour passer à la user story suivante, etc. jusqu'à ce qu'on ait traité l'ensemble des user stories que le PO juge nécessaire pour atteindre l'objectif. Une fois que cette partie de la session est terminée, l'équipe reprend toutes les user stories et fait les estimations pour donner les poids qu'elle juge nécessaires sur chacune de ces user stories ou chacun de ces backlog items. Le PO n'a donc plus à être présent. Vous voyez qu'on a deux mécaniques qui sont différentes. On va adapter notre approche, on peut aussi permuter, changer en cours de... suivant les différentes itérations, on n'est pas obligé toujours de suivre la même pratique. Ce que je remarque dans la première approche, qui est on va traiter entièrement une user story avant de passer à la suivante, alors c'est quelque chose qui va du coup demander la présence du product owner, et qui va faire que on va utiliser l'intégralité du temps disponible pour travailler les user stories et potentiellement avancer même sur des user stories qui seront prises dans les prochains sprints. L'autre option qui est de traiter l'intégralité des user stories que le PO voudrait voir arriver dans le sprint backlog, d'échanger, puis permettre au PO de partir et laisser l'équipe faire les estimations, c'est pas mal à pratiquer, notamment quand le PO manque de disponibilité. Et donc on lui permet ainsi de ne pas avoir à participer à l'intégralité du sprint planning.
un impair, c'est que si une fois qu'il est parti, les devs ont encore des questions pour réussir à faire l'estimation, ils n'ont plus le PO sous la main, et donc on peut avoir des problèmes au niveau de l'estimation. Un autre avantage, et cette fois-ci du côté de l'équipe de dev, eh bien le PO peut être un élément influenceur quant à la quantité de points donnés à une user story ou à un backlog item, et donc de ne pas avoir le product owner présent lors des phases d'estimation peut aider l'équipe à se sentir plus libre, et le PO prendra connaissance des décisions de l'équipe après la séance du planning. Je vais maintenant ouvrir une petite parenthèse s'agissant de la suite de Fibonacci. Alors si vous ne la connaissez pas, la suite de Fibonacci est une suite mathématique qui se construit ainsi. Un élément est construit grâce à l'addition des deux éléments précédents dans la suite. Alors, ici je vous présente une image, vous voyez que le 1, il n'y a rien avant, on part du 1, et donc on a le 1. Si on ajoute le 1 au 1, on se retrouve avec un 2. Si on ajoute le 2 et le 1, on se retrouve avec un 3. Si on ajoute le 3 et le 2, on se retrouve avec un 5. Le 3 et le 5 avec un 8, etc. Vous avez compris la démarche. Ce que l'on se rend compte déjà, c'est que entre chacun des éléments de cette suite, l'écart devient de plus en plus grand naturellement. Et c'est une suite que l'on va utiliser pour nos estimations et pour donner un poids en termes de complexité. L'intérêt de voir que l'écart entre les différents échelons de nos estimations s'agrandit, c'est que plus un sujet devient gros, plus il est difficile de l'estimer précisément. Si je vous montre toujours un panier de pommes, et je vous dis, tiens, il y a combien de pommes là-dedans ? Vous allez peut-être me faire une estimation suivant la taille du panier que vous voyez, qui devrait être à peu près juste, on va dire, à 2-3 pommes près. Et voilà, je ne vous demande pas forcément que ce soit absolument juste, mais je sais que vous pourrez me donner une réponse à 2, 3, peut-être 4 pommes près. Si maintenant je vous propose un tas de pommes, un énorme tas de pommes, un tas qui ferait potentiellement la taille de la mairie de votre village, ça va être difficile pour vous d'être juste à la même hauteur que quand vous m'avez fait l'estimation du panier, c'est-à-dire que votre estimation en nombre de pommes ne sera certainement pas juste à 2, 3 ou 4 pommes près. On parlera peut-être en centaines de pommes. Eh bien l'idée c'est celle-là, c'est de dire que plus on a quelque chose à estimer qui est gros, plus on perd en visibilité de ce que ça représente réellement. Et donc, c'est pour ça que vous verrez que dans les estimations, on a pris l'habitude d'utiliser la suite de Fibonacci ou une suite qui s'en rapproche, et j'irai pour ça un peu plus dans le détail quand on parlera du planning poker notamment. Voilà donc le planning poker. Alors, s'il est un des éléments qui, en termes de marketing, positionne l'agilité, c'est bien le planning poker. Il est rare qu'une équipe agile ne l'utilise pas, ne le connaisse pas. Il est rare qu'une formation agile ne le présente pas, voire même offre à ses participants un jeu de planning poker avec au dos le logo de la société de formation, etc. Moi, je vois aussi certaines SS2I qui offrent à leurs clients qui veulent aller vers l'agilité un jeu de cartes avec le logo de leur société au dos, histoire de faire un peu de pub. Souvent, c'est plutôt pour faire de la pub que pour appliquer les règles du planning poker ou pour que ce soit facilitant. Je vous présente donc les cartes du planning poker. Il y a énormément de variantes disponibles, donc je vous présente ce qui apparaît quand même le plus souvent. Vous voyez que on a un jeu de cartes avec des chiffres qui représentent, qui veulent suivre la suite de Fibonacci, et je vais vous dire dans quel cas j'ai l'habitude de faire utiliser telle carte ou une autre. On commence avec la carte 0. Alors oui, il y a des cartes, pardon, je reviens, il y a des cartes avec des chiffres, et puis il y a des cartes avec pas des chiffres, avec autre chose, avec des choses assez spéciales. On va les voir une par une.
Donc j'ai la carte 0. Alors typiquement, une équipe va positionner 0 en termes d'estimation de complexité sur une user story du PO, bien lorsque le PO demande à réaliser quelque chose qui en fait existe déjà. Et ça arrive, on est en développement itératif, incrémental, le temps passe, notre application, notre produit devient de plus en plus compliqué, et oui, même le PO peut oublier qu'il existe des choses ou ne pas faire le lien avec des choses qui existent déjà par rapport à un besoin qui est exprimé. Et heureusement, on travaille en équipe, et du coup, l'équipe de dev va pouvoir lui faire remarquer que, en fait, ça existe déjà, et donc, ou c'est pas loin, et donc peut-être est-ce qu'on pourrait utiliser ce qui existe déjà, auquel cas, ça vaut 0 point. Peut-être qu'il faut faire une petite modification, auquel cas, ça pourrait valoir un demi-point. Alors faites juste attention à une chose, c'est que le 0, il n'est pas question d'offrir quelque chose au PO en disant que c'est pas grand chose à faire, donc on met 0. Vous seriez en train de générer une dette. Et rentrer dans un système de dette, ça veut dire que peut-être quelques itérations suivantes, ouais mais souviens-toi, la dernière fois on t'a offert des trucs, ne rentrez pas là-dedans. Il n'y a pas besoin de s'offrir les choses, on parle en vérité, on parle en transparence. Si quelque chose vaut 300 points, ça vaut 300 points, et ça ne vaut pas 150. Si ça vaut 0, ça vaut 0. Voilà, maintenant la carte 1,5, c'est quelque chose d'extrêmement facile à faire, une modification, je ne sais pas, d'un texte qui apparaît à l'écran, d'une couleur, d'un fond, voilà, quelque chose sur lequel l'équipe a la main assez facilement. Le 1, le 1 est une carte un peu spéciale, je dirais, ça pourrait être la première des cartes que vous allez utiliser quand vous lancez votre projet. En effet, votre équipe va avoir besoin d'une référence. Et il serait bien que l'équipe se mette d'accord sur qu'est-ce qui pourrait représenter un point de complexité, quelque chose de relativement simple, mais quand même utile lors de notre première itération. Alors, j'ai pas d'exemple particulier à vous proposer, ça dépendra des contextes, mais l'idée c'est d'essayer de trouver cette référence qui va faciliter ensuite le positionnement de l'équipe sur des choses qui seront peut-être 2, 3 fois, 5 fois, 8 fois, 13 fois plus complexes. Et là, vous voyez qu'on rentre dans, mais on avait une référence de 1. On est en train de parler d'un autre sujet, et on va essayer de se positionner par rapport à cette référence, à savoir, est-ce que c'est 5 fois, 8 fois, 13 fois plus compliqué ? Là, pour le coup, c'est vraiment pas évident. Vous voyez à quel point, plus on va rentrer dans des sujets complexes par rapport au niveau de référence qu'on a, plus ça va être difficile même d'arriver à se mettre d'accord, ne serait-ce qu'avec soi-même, par rapport à la complexité qui va être estimée. Alors on va pouvoir s'aider des autres cartes, des autres user stories qu'on a déjà estimées. Voilà, si dans le passé on a estimé une user story qui était à 8 points, on va pouvoir se baser là-dessus. Tiens, ce nouveau besoin pour y répondre, c'est quoi ? C'est 8, c'est 5, c'est 13 ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc notre première référence de 1 point va être alimentée par les autres estimations qu'on va faire en suivant et qui viendront à nouveau de nouvelles références. On monte dans les points estimés, on arrive dans des 20, dans des 40, alors des 80 c'est rare que j'en vois. Je ne vois pas pourquoi on ne passerait pas directement à 100, puisqu'on est dans des gros chiffres, lâchons-nous. Je reviens à mon idée d'estimer un tas de pommes monstrueux. C'est pas parce qu'il est un petit peu moins monstrueux qu'il n'en est pas moins compliqué à estimer. Donc moi je vois souvent des jeux de cartes où on va de 20, 40 directement à 100. Sur ces jeux de cartes, moi j'ai l'habitude de dire qu'à partir du moment où c'est 40 points, ça vaudrait peut-être le coup de couper la user story en deux. Parce que avoir un item qui vaut 40 points dans votre sprint backlog, c'est potentiellement dangereux. C'est un élément énorme que si vous commencez, il faut absolument le terminer. Vous savez que quand on arrive en fin de sprint, ce qui n'est pas fini retourne dans le product backlog. Et du coup, la quantité de travail qui a été fait, vous étiez peut-être à 99% de finir. Oui, mais c'est terminé.
Et tiens d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand un sprint plus tard, bien le PO le remet en proposition? Eh bien vous allez faire l'estimation sur la base du reste à faire. Et donc, on va parler des 1% qui resteraient à faire. Du coup, cette carte qui valait 40 points, elle vaut plus que 1 ou 2 points peut-être. Et là, les équipes, ouais, mais attendez, on a perdu 39 ou 38 points. Alors, ma réponse est de dire, non, en fait, on les a pas perdus. Je rappelle que ce sont des points, ce sont des estimations, c'est juste un outil, hein. C'est quelque chose qui nous sert de référence pour qu'on arrive à s'organiser. Mais il n'y a pas de perte de points. Après, c'est vrai que ça fait un petit peu mal au moral d'avoir passé beaucoup d'énergie sur une user story et de s'apercevoir que c'est 30 et quelques points qu'on aurait pu engranger si on l'avait fini pour arriver à 40, on les verra pas arriver. Bon, ça remet pas en jeu le produit, ça remet pas en jeu la qualité de l'équipe. Bon, c'est juste un peu décevant, quoi. Donc, on essaye d'éviter ces user stories énormes peut-être on n'arriverait pas à amener au bout de notre sprint. Donc, dans ces cas-là, quand on atteint les 40 points, pour moi, on commence à dire, il faudrait peut-être voir, est-ce que ce besoin-là, on ne pourrait pas essayer d'aller chercher dans ce besoin qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce qui pourrait encore être de l'ordre de l'optionnel. Peut-être que par rapport à ce besoin-là, il faudrait déjà voir, est-ce que ce besoin tient la route? Même si on ne réalise pas tout, est-ce que déjà ça rend service? Et donc d'aller chercher dans ce besoin ce qu'on va appeler le MVP, le minimum viable product. Allez, j'en arrive à la carte qui vaut 100. Je vous l'ai dit, je préfère oublier la carte qui vaut 80. Pour moi, elle ne sert à rien. On arrive à la carte qui vaut 100. Pour moi, c'est équivalent à la carte qui vaut infini. Alors, on met infini quand on n'a toujours pas compris le besoin et que malgré plusieurs tours, on ne le comprend pas et donc on n'arrive pas à formuler quelque chose ou qu'on n'a pas les compétences ou qu'on n'a pas le matériel nécessaire pour le faire, c'est-à-dire qu'on peut s'y mettre, mais on sait très bien qu'on ne le finira jamais. Donc en gros, ça représenterait pour moi une user story qui n'est pas prête et qui n'a pas vocation à rentrer dans le sprint backlog. Vous avez la carte question, parce que à tout moment, je peux hésiter entre 8, 20, 13, 40, 3, je sais pas. En fait, il y a encore des éléments qui me manquent alors qu'on a décidé de faire un tour d'estimation. Et là, honnêtement, je sais pas me positionner, j'aurais encore quelques questions à poser. Voilà, eh bien on peut le lever. Une carte qui me semble essentielle dans ces séances de planning, c'est la carte tasse à café. Alors c'est pas pour jouer, c'est pas parce que c'est fun, etc. C'est extrêmement important que chaque membre de l'équipe soit conscient que demander une pause, c'est absolument pas la jouer flemmard. C'est pas histoire juste de prendre du bon temps. On a besoin que chacun soit concentré, comprenne bien l'étendue de ce qu'est en train de demander le PO. Et donc on a besoin du maximum de concentration et de disponibilité du cerveau. Une séance de planning, on l'a vu, ça peut durer 8 heures pour un sprint de 4 semaines. C'est extrêmement épuisant. Et le cerveau a une capacité de concentration qui tourne autour de 20 minutes. Il peut être nécessaire de faire des pauses. Alors ça peut être juste une pause de 2 minutes. 2 minutes, ouais, on arrête de parler, on se lève, on marche un petit peu autour de la pièce. Ça peut être une pause un petit peu plus longue, régulièrement. Pensez à faire une pause un petit peu plus longue. Aller boire un café, etc. Moi, je préfère largement avoir une équipe qui prend un temps régulièrement pour se remettre en énergie et me faire un travail efficace et pertinent, qu'une équipe à qui j'interdis les pauses ou qui s'interdit elle-même les pauses et qui, au bout d'un moment, épuisée, finit par voter n'importe quoi pour avancer. Voilà, donc la tasse casse à café est une carte sur laquelle vous, Scrum Master, je vous invite vraiment à faire comprendre quel est le message qu'il y a derrière cette carte. Le vrai message, c'est « je ne me sens plus suffisamment efficace, j'ai tout donné et j'ai besoin de reprendre mon énergie ». C'est pas « bon allez les gars, on se fait une pause un peu là ». D'accord, voilà, vous comprenez bien l'état d'esprit.
Alors sur la photo que je vous montre là, vous avez aussi d'autres cartes qui sont les XL, L, M, S, XS. Donc ce sont ce qu'on appelle les tailles de t-shirt. Parce qu'il est aussi possible de faire des estimations non plus en points, mais en taille de t-shirt. Et on va réserver ça à des items qui sont quand même très gros pour faire des estimations grosses mailles. Voilà. Donc si par exemple mon PO voudrait que on intègre le paiement par carte bancaire. Alors le paiement par carte bancaire, c'est quelque chose qui peut être relativement compliqué, mais encore tout dépend de quelles sont les options précises que le PO voudrait dans le paiement par carte bancaire. Et vous vous souvenez que dans le product backlog, on va trouver des éléments qui sont d'abord pas tout à fait bien définis, qui sont relativement gros, et dans lesquels on va aller piocher des éléments intéressants pour en créer de nouveaux backlog items, typiquement des user stories. La démarche pour moi, ce sera ces gros éléments qu'on n'a pas trop cotés. Peut-être que le PO aimerait avoir un petit peu de visibilité pour savoir, mais par exemple dans 2-3 mois, qu'est-ce qu'on pourrait attaquer? Ou par rapport à l'équipe que j'ai aujourd'hui, c'est quoi les sujets qui semblent les plus compliqués? D'accord? Et pour l'aider à prioriser, là aussi, même les gros éléments qui sont dans le product backlog. Une équipe qui a l'habitude de faire des estimations et qui commence à comprendre que d'être précis dans les estimations n'est pas forcément important, peut aussi passer directement aux tailles de t-shirt, même pour les user stories. Vous voyez que c'est pas vraiment figé, ça reste un outil. N'oubliez pas que la première des valeurs de l'agilité, c'est les individus et les interactions avant les processus et les outils. Et là, je suis en train de vous présenter un outil qui va impliquer certains processus, et tout cela est complètement discutable, complètement négociable. Donc pour vous présenter un tour de jeu, et en tout cas 2 variantes possibles de tour de jeu autour du planning poker. Le premier, le plus courant, que je remarque, c'est que le PO va prendre la user story la plus importante pour lui dans son product backlog et va la présenter aux développeurs. Suite à cette première présentation assez courte, les développeurs vont poser des questions, vont échanger. L'idée de ces échanges, c'est que la dev team prenne la main entièrement sur cette user story, la comprenne bien et à la limite n'ait plus besoin du PO pendant 2 semaines, 3 semaines pendant le sprint en gros, et puisse la gérer entièrement. Alors ça n'arrive pas systématiquement, mais l'idée elle est quand même là, d'arriver à ce niveau de compétence sur la user story. Après quelques temps de discussion, vous, Scrum Master, proposez de passer à un vote. Donc chacun a un jeu de planning poker avec toutes ces cartes-là et va se positionner. En fonction des positionnements, vous allez voir qui considère que c'est relativement simple et qui considère que c'est plutôt complexe. L'idée, ça va être de faire échanger les personnes qui ont voté des choix un peu extrêmes. Alors quelqu'un qui aurait voté 3 alors qu'un autre a voté 13, c'est intéressant à ce moment-là de les faire échanger entre eux. Et par exemple, les questions que moi je vais poser par rapport à quelqu'un qui a voté 3, ce serait de lui demander qu'est-ce qui fait que pour toi ça vaut pas 13 Voilà, pour se positionner par rapport à l'autre choix qui est fait. Et par rapport à la personne qui a voté 13, ça pourrait dire mais qu'est-ce qui pour toi fait que ça peut absolument pas être 3 ? Alors l'idée dans ces échanges-là n'est pas de convaincre l'autre. L'idée c'est de présenter ses arguments pour qu'ils soient entendus. Et donc si moi je suis 3 et que j'entends ce qu'est en train de me dire 13, l'idée n'est pas essayer de me convaincre, mais d'essayer de voir si qu'est-ce qui dans la réalité de mon copain là qui vote 13 et peut-être quelque chose que j'ai loupé et quelque chose que j'aurais pas compris et donc de m'en nourrir plutôt que d'essayer de me protéger d'une quelconque faille dans ma réflexion. Vous voyez ? Donc on va essayer de travailler sur ces aspects-là et vous, Scrum Master, ça va faire partie de votre guidance de l'activité de faire en sorte que l'ensemble de l'équipe finisse par déterminer un point, un nombre qui soit le même pour tout le monde. Il peut être difficile d'avoir un consensus complet
Auquel cas, après 2-3 tours de vote, je vous propose bien soit de faire la moyenne, soit de pousser quelqu'un à accepter d'aller un petit peu plus haut, de changer son vote. Enfin, voilà, on n'est pas en train d'essayer d'avoir le mode démocratique absolu, il faut qu'on avance. Je vous rappelle qu'on est en train de faire des estimations, et que les estimations, à part pour essayer d'organiser le travail, n'a concrètement aucune valeur. Donc si vous voyez qu'à un moment, vous avez votre équipe qui... Voilà, chacun hésite entre 8, 13, 20. Eh bien, s'il y a vraiment des questions dures, vous pouvez proposer au PO de dire, bon, l'équipe n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est compliqué, ta user story, elle repart dans le product backlog. Ça peut être vraiment très pénalisant pour le PO. Je vous rappelle qu'on travaille en équipe, l'équipe de dev ne travaille pas contre le PO. Du coup, est-ce que l'équipe peut pas faire un effort pour s'accorder sur un nombre de points ? Encore une fois, entre 8, 13 et 20, si on choisit 13, c'est relativement proche de 8, et ça montre un petit peu plus de complexité sans aller jusqu'à 20. On est dans l'à peu près, et ça va bien. Une fois qu'une carte est estimée, une fois qu'une user story a reçu son estimation, eh bien l'équipe de dev la prend en compte dans son sprint backlog et commence à cumuler les points jusqu'à arriver à la capacité qu'elle s'était donnée. Maintenant, on travaille sur la user story suivante. Et on reprend exactement le même cheminement. Alors ça, c'est pour la première façon de pratiquer le planning poker. Donc le PO présente une user story, il y a un échange, on fait l'estimation, on intègre au sprint backlog et on passe à la user story suivante. La deuxième façon de faire, c'est que le PO va présenter toutes les user stories. Donc concrètement, le PO prend la première user story, la présente, il y a des échanges pour que les devs arrivent à comprendre et à prendre la main sur cette user story, et à partir d'un certain temps, on essaye de timeboxer cette activité-là, par exemple 5 minutes, 10 minutes, hop, on passe à la user story suivante. Et on recommence les échanges. Vous voyez qu'on n'a pas fait d'estimation à ce moment-là. Et donc, l'équipe est en train de voir passer toutes les user stories et à poser toutes les questions nécessaires pour bien prendre en main le sujet. À partir du moment où on a clarifié les user stories que le PO voulait voir passer pour atteindre l'objectif de sprint, eh bien on libère le PO. On lui dit, c'est bon, maintenant on a compris ce que tu voulais faire, et bien sur la base de ça, on va faire des estimations et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire rentrer dans notre sprint backlog. Et donc ça libère le PO, c'est un point hyper intéressant parce qu'il y a des PO qui ne sont pas super disponibles. Je vous l'ai dit, sur une réunion de 8 heures, si vous avez le PO avec vous que pendant 4 heures et les 4 heures qui suivent, ça va être un tour d'estimation, c'est pas mal de penser au PO, ça peut lui faire plaisir de voir que vous comprenez qu'il a du taf. C'est un autre avantage, c'est que le PO peut des fois essayer de faire changer l'avis de l'équipe, de venir les pousser à faire des choix différents, de faire des moves particulières, parce qu'il n'est pas uniquement question de parler, il y a aussi le non-verbal qui va être important dans la relation dans l'équipe. Et donc, un PO qui lève les yeux au ciel quand il entend quelques estimations, l'équipe pourrait... du coup se sentir obligé de revoir à la baisse certains sujets, et donc on est encore en train de travailler sur ce sujet de dette. On va avoir un problème de transparence et d'honnêteté, bien malgré les membres de l'équipe, c'est pas méchamment que ça se met en place, mais voilà, ça peut être aidant sur un PO qui est pas trop acculturé à faire confiance à l'équipe, etc., ou à se maîtriser. Ça peut être un sujet intéressant. Donc du coup, le PO présente chacune des user stories et échange avec les développeurs. Puis les développeurs font l'estimation de toutes les user stories qui ont été présentées et s'arrêtent quand la capacité annoncée pour le sprint backlog est atteinte. Donc l'avantage que je vois pour le planning poker, quelle que soit la méthode que vous utilisiez, c'est un protocole qui permet à chacun de s'exprimer sur chacune des user stories. C'est possible de présenter les user stories les unes après les autres ou tout ensemble et ensuite de faire les estimations. L'inconvénient, c'est que des fois c'est long, des fois inutilement.
Peut-être que le PO va prendre beaucoup de temps à présenter la user story parce qu'il n'a pas forcément conscience du niveau d'acquisition de l'équipe de dev et qui va, une fois qu'elle l'a bien compris, dire bah ça vaut 1 point ça. Bon, si on a passé un quart d'heure pour estimer une user story qui vaut qu'1 point, bah, est-ce que c'est vraiment ça valait le coup de passer autant de temps et même peut-être d'en parler? Bon. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients que moi je vois dans le planning poker. Je suis toujours OK pour en discuter avec vous dans le groupe privé. Je vous présente maintenant l'outil qu'on appelle les swim lanes, les couloirs de nage. Vous le voyez sur cet écran, on a effectivement subdivisé notre tableau en plusieurs lignes, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20. Vous reconnaissez cette suite de Fibonacci adaptée, hein, on a 20, on n'a pas 21. Alors, l'outil que j'utilise là ne me permet pas de subdiviser plus encore mon tableau pour aller vers les 40 et les 100, mais on a déjà vu ensemble avec le planning poker comment est-ce qu'on allait utiliser ces valeurs hautes et puis peut-être la pause café, etc. Donc je vais juste utiliser ces valeurs-là pour vous expliquer comment est-ce qu'on utilise les swim lanes. Vous retrouvez ici sur le côté un ensemble de post-it qui sont là pour symboliser les user stories que le product owner voudrait voir intégrés à notre sprint backlog. Donc l'idée c'est que le product owner va présenter toutes les user stories, on va pratiquer à tous les échanges nécessaires et puis on va laisser libre cours, c'est une période que j'adore, on va laisser libre cours à l'équipe de dev d'aller placer, positionner ces post-it où bon leur semble suivant ce qu'ils ont compris. Et du coup, tout un chacun peut prendre un post-it, aller le positionner, voilà, où ça lui va bien. Donc je fais l'exercice en direct. Et donc je joue tous les membres de l'équipe, hein. C'est pas un membre en particulier, le responsable, le délégué syndical, ou c'est toute l'équipe. Voilà, tout le monde se lève, va devant le tableau, prend les post-it. C'est une grosse pagaille, mais j'adore ces moments-là de grosse pagaille. D'abord parce que ça énergise énormément les réunions. Vous voyez, par exemple, le planning poker, si on fait le planning poker pendant 4 heures, c'est extrêmement difficile à vivre. Là, ça va extrêmement vite, hein. On est en train de déplacer toutes les user stories. Et vous voyez que toutes les user stories ont été déplacées et positionnées sur le tableau suivant la complexité que chaque membre de l'équipe voulait prendre. Alors, un membre de l'équipe a pris celle-ci, par exemple. Mais un autre estime qu'elle vaudrait 13. Bon, dans un premier temps, on n'en parle pas. C'est le premier qui positionne qui gagne. D'accord ? Et maintenant, le deuxième tour peut être tout aussi pagailleux, ou pas, c'est à vous de décider. On peut dire, maintenant que les user stories sont là, déplacez celles que vous jugez utile de déplacer, parce que, à votre sens, c'est pas bon. Alors... C'est assez difficile à expliquer, mais il peut y avoir une espèce de pagaille organisée qui va s'instaurer. Globalement, il y a des user stories qui vont pas bouger de place. C'est-à-dire que si quelqu'un, vous pouvez le passer en consigne, hein, si un des développeurs estime que celle-là, elle vaut pas 2, elle vaut plutôt 3, bon, à 1 point, on va pas chicaner. Par contre, s'il pense que c'est 13... Ah là, ça peut être intéressant du coup qu'ils reprennent celle-là et qu'ils viennent la positionner à 13. Auquel cas, la personne qui l'avait positionnée à 2 aura peut-être quelque chose à dire. Ce que je veux dire par là, c'est que cet exercice va avoir quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que finalement, on va filtrer par rapport à la quantité de user stories dont on a à discuter, on va filtrer par rapport à celle où on a vraiment à discuter, hein. S'il s'agit de la bouger sur la colonne d'à côté, honnêtement, en termes d'incidence, c'est pas énorme. Même si on est ici, avec quelqu'un qui souhaite la bouger de 13 à 20, ça peut avoir un petit échange, mais finalement, si tout le monde est globalement d'accord, entre ça et ça, globalement, elle est à sa même place. Donc, on va gagner beaucoup de temps par rapport aux échanges qui vont avoir lieu pendant la user story, pendant la séance de planning. Par rapport à la capacité annoncée de l'équipe,
Cependant, ces dernières user stories, qui sont soit 8, soit 13, soit 20, ouais, ça peut être relativement impactant quand même, parce que du coup, il y aura plus ou moins de user stories qui vont rentrer dedans. Bon, si je prends toutes les user stories qui sont présentées là, elles vont dans le sens de délivrer une certaine fonctionnalité. Il y en a certaines qui sont plus ou moins importantes. Le product owner les aura décrites au préalable. On risque de ne pas pouvoir tout faire rentrer dans notre sprint planning le jour du planning. Néanmoins, si finalement celle-là qu'on a estimée à 13, dans les faits, on arrive à la réaliser aussi vite qu'une qui valait 5, on a gagné 8 points. Rien n'empêche d'aller chercher toutes les user stories qu'on n'aura pas pris dans notre sprint planning pour continuer de développer. Bon voilà, je voulais vous présenter les swimlanes parce que c'est un outil qui est très rapide. Pour le voir fonctionner, la seule chose à faire c'est de l'utiliser. Il y a des mécaniques magiques qui vont se mettre en place. Et voilà, gardez en tête que c'est un outil qui vous permet d'aller très très vite sur les estimations et en tout cas de pointer les user stories sur lesquelles le vrai besoin de discussion est essentiel et vous gagnez du temps ainsi sur toutes les autres. Oui, un point d'attention quand même que j'ai failli oublier. Dans votre posture de Scrum Master, il vous faudra quand même être attentif. Vous l'avez vu, où cet outil, il n'y a pas de protocole particulier, si ce n'est qu'à un moment, on y va tous et on avance. Si vous avez une équipe un peu grosse, soyez attentif aux personnes qui ne se positionnent pas par rapport à des user stories et qui laissent faire les autres finalement. Parce qu'on a quand même besoin que toute l'équipe s'engage et donc si une personne ne se positionne pas sur la moindre user story, vous avez vu le volume qu'on a, c'est quand même questionnant. Alors est-ce que c'est un problème de compréhension globale? Est-ce que je me sens à ma place déjà? Est-ce que je me sens intégré dans l'équipe? Est-ce que j'ai voix au chapitre? Ou est-ce que j'ai le sentiment que de toute façon à chaque fois que je parle on m'écoute pas ou on me dit que j'ai tort et auquel cas c'est pas la peine que je me positionne? Ou alors est-ce que je me sens incompétent sur ces sujets, incompétent à donner mon avis? Il y a potentiellement quelques sujets à travailler du coup avec cette personne si vous voyez que vous avez des membres de votre équipe qui se mettent en retrait.